Donc, je voulais vous parler de la transplantation en tant qu'une médecine particulière qui s'appelle la médecine de remplacement. C'est-à-dire, en définitive, depuis très longtemps, les hommes, lorsqu'ils sont confrontés à une dégradation et une mort irréversible d'un grand organe, le foie, le rein, le pancréas, les poumons, se sont toujours demandé si on pouvait le changer, le remplacer. Vous vous souvenez de Saint-Côme et Saint-Damien, dans laquelle on remplace la jambe par une transplantation. Bien écoutez, c'est ce que les hommes ont fait avec, dans l'historique des Français, en 1904, Mathieu Jaboulet a implanté le rein d'un porc dans le bras d'une jeune fille qui allait mourir d'une intoxication au mercure volontaire. Bien sûr, il y a eu un échec parce que c'était une transplantation d'animal vers l'homme, xénogénique, qui n'a pas marché. Puis en 1933, donc en Ukraine, a été transplanté pour la première fois le rein d'un cadavre à une jeune femme. Et c'est la première transplantation allogénique entre deux personnes humaines. Et puis ensuite, les Français se sont illustrés dans l'année 1951, puisque trois équipes de transplantation, pratiquement en même temps, à 10 jours d'intervalle, ont fait 3 transplantations rénales humaines à partir soit de reins cadavériques, d'ailleurs d'un exécuté et guillotiné, et d'autre part d'un donneur vivant. Alors cette transplantation, pour vous donner une petite idée à l'heure actuelle, c'est que ça inclut aux alentours de 25 000 malades en attente. Sur ces 25 000 malades en attente, il n'y aura en 2019 que, grosso modo, 5 500 transplantations. Donc, il y a un déficit considérable entre le nombre de malades en attente et le nombre de transplantations. La conséquence de cela, c'est que donc il y a des morts, des gens qui ne peuvent pas être transplantés, qui vont mourir faute de transplant. Et globalement, il y a à peu près 700 malades qui vont mourir en France faute de transplant. Et deuxièmement, les temps d'attente. En effet, en rein, il n'est pas non fréquent de voir que des malades peuvent attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de recevoir leur première transplantation. Et si je prends l'exemple des malades en attente, la liste principale, c'est le rein, 20 000 malades en attente, et on fait 3 500 transplantations. Donc si on arrêtait maintenant de transplanter, il faudrait 7 ans pour pouvoir transplanter la liste. Et malheureusement, cette différentiel entre nombre de transplantations et nombre de prélèvements continue à s'aggraver. Il y a de plus en plus de malades transplantés, et grosso modo, la liste de prélèvements est relativement stable. Alors, pourquoi cela? Eh bien, simplement parce que, effectivement, dans un pays développé, en raison des morts, soit des morts médicales, soit des morts violentes, traumatiques, on est en déficit chronique de prélèvement d'organes, et que d'autre part, malheureusement, il y a encore un taux de refus familial important, 30 à 40%, la famille, entre guillemets, s'opposant au prélèvement d'organes, alors que la loi Caillavet, qui est la loi qui régit la transplantation d'organes depuis 1976, est la première loi au monde qui s'appelle le consentement présumé. C'est-à-dire que tout Français de son vivant, à condition qu'il n'ait pas marqué son opposition à la transplantation en s'inscrivant sur une liste ou en faisant un papier, est considéré potentiellement comme un donneur d'organes s'il lui arrive une mort violente. Malgré cela, il y a eu donc malheureusement encore des familles qui s'y opposent. Et on peut le comprendre parce qu'il y a un grand stress familial, psychologique, affectif lorsqu'on perd quelqu'un qui vous est cher. Et donc, il faut absolument donc, dire à l'ensemble de la population française, mais même mondiale, que rien ne sert à avoir des organes au cimetière qui vont servir à rien, si ce n'est que de pouvoir aider nos frères en humanité. Et donc, ce déficit chronique de malades transplantés induit donc des morts, des attentes tout à fait difficiles à supporter pour les patients, et que donc tous les 4 ans, cette loi Caillavet est revue sous la forme des lois de bioéthique, et cette loi de bioéthique, normalement, permet de remettre la loi, si vous voulez, sur le tapis, de y retravailler. Et récemment, il y a un article 36 ter qui a permis de rappeler que le consentement présumé s'imposait pour tout le monde, y compris pour les médecins, et que donc de ce fait, si vous voulez, diminuer ce prélèvement, ce refus de prélèvement d'organes. Je voulais vous dire que dans ma carrière de transplanteur, j'ai une particularité parce que je suis aussi frère de transplanteur. En effet, mon frère cadet a été transplanté de cœur dans le cadre d'une insuffisance cardiaque malheureusement dramatique.
Et il a fallu donc trouver en urgence un cœur. Et comme vous le savez, on ne prélève pas de cœur après 55 ans. Et mon frère a été mis 2 fois 48 heures en super urgence. Et puis tout d'un coup, il y a une proposition de cœur qui est arrivée d'un monsieur qui avait 65 ans, qui était très âgé, et que donc personne ne voulait le cœur. Et lorsqu'on m'a demandé à moi et à son épouse si on voulait cette transplantation, nous avons dit oui. Et en fait, il a été transplanté d'un cœur extraordinaire, en fait, d'un sportif de très haut niveau qui s'était tué malheureusement. Et ce cœur de 65 ans était l'équivalent d'un cœur de 30 ans. Sur le plan éthique, cette transplantation, par définition, n'est pas commerciale. Il n'y a pas d'échange d'argent, il n'y a pas d'échange quel qu'il soit. Elle est généreuse, empathique, parfaitement donc faite et gouvernée par l'État en France, puisque nous avons une agence d'État qui s'appelle l'agence de biomédecine, et donc qui assure tout le côté éthique et de régulation de cette transplantation. Donc, on peut espérer qu'encore quelques années, cette médecine de remplacement puisse sauver des vies, en sauver beaucoup, puisque je vous ai dit que l'année dernière, nous avons fait pratiquement 5800 transplantations, qui ont sauvé 5800 vies, ce qui est tout à fait extraordinaire. Mais, je répète encore, il y a 25 000 malades en attente. Donc, si on arrêtait même de malades à inscrire en ce moment, il faudrait 4 à 5 ans pour épuiser cette liste de gens en attente. Donc, je le dis généreusement, donnez, et puis vous serez récompensés. Et puis, j'ai une deuxième histoire qui, effectivement, intéresse nos amis militaires. Il m'était arrivé, il y a maintenant assez longtemps, lorsqu'il y avait encore la conscription, d'avoir été appelé pour un prélèvement d'organes dans la région d'Orléans. En effet, il y avait un grand camp militaire que vous connaissez, et deuxièmement, un autopont. Et là, dans une grande tempête avec de la glace, etc., un camion avait dérapé, était tombé, et donc 3 militaires avaient été tués. Et donc, grâce à l'autorité militaire qui avait accepté, le procureur qui avait accepté, les autorités civiles et militaires s'étaient mis d'accord. Ils ont pu faire un prélèvement d'organes, donnant donc 3 cœurs, 3 foies et 6 reins. Et je me souviens très bien d'être parti en voiture avec le chirurgien, nos petits caissons de glace à 4 degrés, et ramener donc ces prélèvements d'organes qui ont abouti, donc, comme je vous l'ai dit, à une dizaine de transplantations grâce à ce don généreux et fantastique. Donc, je dirais la chose très importante, c'est d'y avoir pensé avant. Vous savez, la mort, moi je suis fils de paysan, la mort on le voyait quand on était à côté de son grand-père qui était en train de mourir. Maintenant on meurt à l'hôpital, tout seul en général, surtout avec la situation Covid, et donc la mort est totalement expulsée. La seule mort qu'on voit, c'est la télévision, des fausses morts, de fausses hémoglobines, etc. Sont vous les militaires, parce que vous la voyez la vraie mort, mais le public ne la voit pas. Et donc, le seul conseil qu'on donne, c'est de parler de sa propre mort en amont, c'est-à-dire au cours de la table familiale, de dire, voilà, s'il m'arrive un jour une catastrophe, un accident de moto, un accident de mobilette, etc., je préfère donner. Et j'ai une histoire assez intéressante où un jour, on fait effectivement un prélèvement d'organes chez un jeune garçon qui s'était tué en moto, et j'ai vu la maman après, elle m'avait dit que lors d'une petite émission de radio, qui parlait du prélèvement d'organes, son fils lui avait dit, 10 ans auparavant, alors qu'il avait 10 ans, il avait dit, écoute maman, s'il m'arrive malheur, je veux donner tous mes organes. Et la mère a été libérée de cela parce que 10 ans après, malheureusement, ce malheur est intervenu, accident de moto, etc. Et le fait que son fils lui avait dit, voilà, je vais te prélever, ne lui a posé aucun problème intellectuel. Elle était effondrée par la mort de son fils, bien sûr. Mais en même temps, elle a donné de façon très généreuse, et elle a suivi, en fait, si vous voulez, les volontés de son fils, quelque part. Donc, ce qu'on dit toujours, nous, les médecins qui s'occupent à la fois, moi, je suis avocat des receveurs, je suis avocat de gens qui vont attendre la transplantation, hein, et je vois ce que c'est que l'hémodialyse, je vois ce que c'est que l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance pulmonaire, etc.
même chez les enfants. Comme vous le savez, il y a des maladies génétiques qui donnent une insuffisance pulmonaire terrible. La mucoviscidose, dans lequel ils attendent un poumon avec anxiété et tout bleu avec l'oxygène. Je redis que, si vous voulez, étant du côté avocat des receveurs, je dis simplement, potentiellement, à tous les donneurs que nous sommes, il y a simplement le fait que de toute façon, nous sommes morts et ça ne sert à rien d'aller au cimetière avec ses organes. Je vous en prie, Dieu n'a pas besoin des organes pour vous juger à droite ou à gauche. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Venite benedicti, ite maledicti. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt une affaire qu'il faut, sur le plan public, poser comme une information globale. Vous êtes mortel. Si vous arrive une mort violente ou une mort médicale, mais qui peut éventuellement conduire à un prélèvement, faites-le, faites-le. Pour vos frères en humanité, c'est tout. Et le remerciement, c'est que vous aurez des gens qui vont vivre grâce à un organe d'un mort. Donc, le vivant continue à vivre, le mort continue à vivre chez un vivant. Il y a un saut intellectuel important, et je répète, il est très important parce que, d'abord, on ne veut pas parler de sa mort ou de la mort de ses proches, c'est tout à fait évident, mais on sait que ça va venir. C'est un phénomène biologique incontournable, la mort. Hein. Et je veux dire, c'est comme un militaire à qui on dirait, voilà, on fait la guerre, mais il n'y a pas de mort. C'est pas possible, ça non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur le plan pratique, c'est quelque chose qui devrait être pratiquement dit pratiquement à l'école, vous voyez, chez les jeunes, parce que les jeunes sont généreux, sont très généreux. Et j'ai remarqué quand je fais, moi, des topos, j'en ai fait dans les lycées, j'en ai fait, par exemple, à Louis-le-Grand, j'en ai fait dans des lycées, dans des classes de terminale. Je suis très étonné de voir la générosité des adolescents et des gens jeunes. Parce qu'ils savent en plus qu'ils vont donner à d'autres gens jeunes. Vous voyez, ce n'est pas une affaire de génération, c'est une affaire, entre guillemets, de solidarité humaine. Faites-le, faites-le.